Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour tout le monde. Je n'entends pas là. Ah. Tu entends? Je n'entends pas là. Tu parles, Gianne? Oui. Ouais. Ah, c'est pas vrai, t'as récupéré ton portable. Gianne, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, Gianne? Oui, tu m'entends? Ah, voilà, maintenant je t'entends. Ah, super. Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. Excusez-nous pour ce petit couac. Bonjour à tout le monde, bonjour Gianne, heureux d'être parmi vous et heureux de partager ce webinaire. Bienvenue à tous à ce 16e live talk que nous organisons qui va être autour de l'inbound marketing et l'assurance. Donc, comme vous le voyez, dans le titre du live talk, on verra comment est-ce que l'inbound marketing à 360 degrés réinvente l'assurance. Donc, comme on l'a dit, nous sommes à notre 16e live talk qui est organisé par le club inbound marketing ABM de l'agence Studio Butterfly. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'agence, nous sommes une agence qui est internationale pionnière dans les stratégies de marque, dans l'inbound marketing à 360 degrés et dans le count-based marketing. Nous avons des bureaux à Casablanca et à Paris et nous nous engageons à stimuler la croissance des entreprises et des institutions qui le souhaitent en les accompagnant sur ces trois expertises que j'ai citées tout à l'heure. Et à côté de cela, en fait, nous garantissons un meilleur retour sur investissement des budgets marketing et communication qui vont être déployés par les agences qui nous accompagnent. Donc, le club Inbound Marketing ABM, nous l'avons créé à Casa et à Paris pour s'adresser justement à nos clients. Et notre mission à travers ce club, c'est d'établir des liens entre les cadres et les professionnels du marketing, de la communication, des sales et du digital à travers nos différents événements et digitaux, à la fois digitaux et en présentiel. Gabriel, tu voudrais parler de… Oui, alors effectivement, durant ce live talk, comme d'habitude, nous sommes très sensibles à l'inbound marketing qui relève de 5 cultures. Alors, le premier point, c'est évident, c'est vraiment d'être axé sur le client, c'est-à-dire comme c'est écrit le focus client. Ce n'est pas vous qui devez vous satisfaire de ce que vous faites, mais c'est le client qui doit être satisfait. Et donc, toute la communication doit être dirigée vers le client. Le deuxième point qui est tout aussi important, c'est la volonté d'être différent. Or, la différence, point de salut. Et la différence crée votre succès. Le troisième point, dans toute stratégie marketing aujourd'hui, et encore plus en inbound marketing, c'est la stratégie digitale qui constitue le cœur de la communication. Et cette stratégie n'a de sens que si elle est soutenue par une stratégie de contenu, c'est-à-dire que ce que vous dites, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, c'est l'essentiel de votre image. Et enfin, hors l'offre, point de salut, car si vous ne poursuivez pas une démarche d'innovation, eh bien, vous êtes souvent comme les autres. Donc, l'innovation fait partie de votre différence. Voilà, donc, pour commencer, en fait, on a décidé avec Gabriel de vous présenter un petit peu le paysage de l'univers de l'industrie de l'assurance à la fois en France et au Maroc. Et donc, l'idée a été de vous présenter un petit peu les derniers chiffres qui sont publics sur les classements justement des sociétés d'assurance ou des entreprises d'assurance. Et vous voyez, peut-être Gabriel, tu peux dire un mot sur le classement français? Oui, alors effectivement, ce classement n'est pas étonnant parce que vous voyez là en premier les assurances qui se sont démarquées, qui ont vraiment émis une identité qui est vraiment spécifique à leur vocation et à leur activité. Que ça soit la MAF, que ça soit UMEMA ou que ce soit GMF, ce sont des structures qui ont une identité très forte auprès du public français, parce qu'en plus, ils ont une communication qui les différencie. Alors, quand il s'agit
du secteur des chiffres au niveau du Maroc, quand on regarde en fait, là, ce sont les chiffres arrêtés au premier semestre de l'année 2003. Bon, là, on voit un top 5 dans lequel il y a toujours une tête de liste qui est composée toujours des mêmes. Donc, il y a OAPA Assurance qui prend une bonne part de marché avec 18%. Il y a la RMA, et puis il y a RMA, et puis ensuite, il y a la BCE. Après, dans toutes ces assurances-là, il y a des assurances qui sont internationales, qui sont des multinationales présentes à la fois sur les... Et donc, vous voyez que, aussi bien vis-à-vis du B2C que du B2B, eh bien, il y a là des exigences qui donnent à la marque sa différence, la diversité des besoins, l'expérience client qui doit être en permanence améliorée. Et il y a un terme là que vous voyez au milieu, il y a écrit expérience personnalisée. Et nous verrons comment, dans l'activité de la communication, l'hyper-personnalisation devient une exigence légitime. Et puis, on finit par la fidélisation à partir du moment où les relations à long terme basées sur la confiance se maintiennent. Effectivement, dans l'assurance, on peut s'adresser à deux types de clientèle, et B2C et B2B. Quand on est, comme l'a dit Gabriel, sur le B2C, il y a des caractéristiques en fait propres à la clientèle. Et dans le B2B, on sait qu'on est sur des démarches commerciales, de marketing et de communication qui vont être différentes. Parce qu'on sera sur des besoins qui vont être beaucoup plus complexes. Lorsqu'on utilisera l'inbound marketing justement dans cet univers-là, on va pouvoir adapter l'offre et proposer des offres qui vont être hyper personnalisées en fonction des secteurs d'activité, de leur taille et des risques particuliers qui vont en fait avoir trait à chaque secteur. En utilisant l'inbound marketing, on pourra créer justement des relations durables avec la clientèle. Et puis, en utilisant l'inbound marketing, vous allez personnaliser également les polices d'assurance qu'on pourra vendre aux différents secteurs d'activité et aux différents clients sur ces secteurs-là, en proposant des offres qui vont être vraiment personnalisées pour répondre aux exigences de ce type de clients. Alors, comme on vient de le dire, là, je me fais un plaisir de souligner encore cet aspect, je dirais, significatif, c'est l'hyper-personnalisation. Et vous allez voir dans quelques instants, que cette hyper-personnalisation est d'autant mieux appréhendée qu'on utilise l'intelligence artificielle. Alors, j'aime beaucoup citer Albert Einstein, justement, qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, aujourd'hui, grâce d'ailleurs en partie, dans le cas de l'assurance, à l'intelligence artificielle, eh bien, il est absolument possible de changer le cours des choses et de faire en sorte que l'assurance devient vraiment le compagnon personnalisé de l'assuré. Quand on parle d'inbound marketing et d'assurance, l'idée est de vraiment faire venir à soi les clients vers les assurances plutôt que d'aller chercher ces clients-là en privilégiant le désir à la place du besoin. Il y a une citation qui est super intéressante. Si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, ressentir mes émotions et parler avec mes mots. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être dans l'hyper-personnalisation et de l'offre et du contenu et de la communication qui va être faite. Et là, on aborde la première culture de notre démarche inbound marketing à 360 degrés, inbound marketing politique. On commencera par l'obsession client ou le focus client. Et comme vous le voyez, ce qui est vraiment essentiel dans votre démarche, ce n'est pas votre regard, c'est celui de vos clients. Et ça devient obsessionnel et ça devrait l'être en permanence dans justement l'appréhension de votre marketing. Créer vos buyers persona, donc effectivement, ça c'est classique, hein, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de parler d'une manière générique, d'une manière globale, d'une manière indifférenciée à vos clients. Vous devez pratiquer la recherche typologique de vos cibles en les créditant d'un profil qui leur soit propre.
Voilà. Et dans cette création de profil, il va falloir justement dans la création de ces profils, en sachant que le persona, c'est quoi finalement? C'est le profil du client idéal qui va être intéressé par votre offre, par votre service ou par votre produit. Donc l'idée, c'est de vraiment définir son profil complet, à la fois rationnel et émotionnel. Et en ce sens, il va falloir étudier un certain nombre de points qui sont au niveau de digitalisation du client, ses craintes, ses points de douleur, ses défis ou objectifs, ses habitudes d'achat, comment est-ce qu'il fait pour acheter son assurance, est-ce qu'il il le fait toujours via les mêmes courtiers ou est-ce qu'il passe par les comparateurs d'assurance, notamment sur des marchés plus mûrs comme les marchés européens, et quels sont ses canaux de communication, c'est-à-dire quels vont être les points de contact sur lesquels, en fait, qui va nous permettre de points de contact sur lesquels ces clients vont être présents ou ces personnes vont être présents. Et vous voyez que le profil qui est recherché doit être à la fois étudié sur un plan rationnel et émotionnel. Alors, vous voyez qu'il y a une étude, par exemple, dans le domaine des gens relativement âgés qui se trouvent confrontés à ce qu'on appelle les aidants et les aidés. C'est-à-dire que si vous avez une mère ou un père qui se trouve dans une situation d'handicap ou, vu de l'âge, a besoin d'une aide un peu permanente, soit interne, soit externe, eh bien, effectivement, vous faites partie de ce qu'on appelle les aidants. Alors, il y a une association que je connais qui s'appelle Je t'aide, qui est une association très dynamique, très généreuse et qui a fait cette étude. Alors, vous voyez que même dans les aidants, il faut savoir créer une typologie d'aidants. 48% se déclarent seuls dans la fonction d'aidant, 64% estiment que leur fonction a un impact sur leur propre santé. Donc, vous voyez que ça, c'est très intéressant parce que cette étude typologique est une étude émotionnelle, une étude comportementale et pas une étude au niveau des moyens. Et que si vous aviez à imaginer une communication vis-à-vis des aidants, il faudrait que dans le discours, dans les vidéos, on tienne compte de leurs fonctions, soit qu'ils sont seuls comme aidants, soit qu'ils voient que leur santé, disons, pâtit de cette relation qu'ils ont vis-à-vis des aidés. Et donc, ça, c'est très important en termes de communication, de prendre en compte les problèmes comportementaux, les points de douleur comportementaux pour établir une bonne communication. En fait, comme vous allez le voir, sur les 5 cultures qui constituent l'inbound marketing holistique, qui est notre démarche à nous, on va présenter différents cas. Donc, nous allons avoir les business cases qui vont être à l'intérieur des différentes cultures qui ont été citées en début de présentation. Et donc, vous voyez que quand que ce soit dans votre cas ou là, c'est le cas, par exemple, des aidants, eh bien, il est essentiel d'élaborer une typologie d'aidants pour que pour chaque typologie, il y ait une communication adaptée. Donc, juste à titre d'exemple, vous voyez qu'il y a 27% d'aidants qui doivent effectivement être aidants à tous les instants. Il y a 24% qui ont été, je dirais, identifiés comme des aidants piliers. Et vous voyez que même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une identification comportementale de chaque classe d'aidants. 27% pour ceux qui sont aidants de tous les instants, 24% pour ceux qui sont aidants piliers, 15% ceux qui sont aidants d'un proche qui se trouve en institution ou dans une EHPAD. Alors, je vous laisse lire les autres typologies, mais l'important, c'est qu'il y ait dans votre esprit l'idée qu'il est essentiel de créer des typologies de cibles. Voilà, quelle que soit l'assurance, là par exemple, on est sur l'aide aux personnes âgées ou aux personnes en fin de vie. Ça peut être le cas aussi pour l'achat d'une assurance une assurance vie ou une assurance non-vie, une assurance de véhicule, une assurance incendie, peu importe. C'est vraiment un exercice qui peut être appliqué à tout type de personnes. Et donc, si vous avez en plus, au-delà de la typologie, à percevoir
comment joindre, je dirais, votre prospect, votre cible potentielle. Là, voilà un exemple de, au lieu de vraiment se poser 10 000 questions, eh bien, sachez qu'il y a 3 critères fondamentaux. 3 critères qui vont vous permettre de saisir les lieux où joindre votre cible. Alors d'abord, il y a à analyser ce qu'on appelle le Customer Digital Journey. Vous voyez, le mot est assez joli, journey, le voyage. Quel est le voyage digital de votre client dans son univers professionnel comme dans son univers, je dirais, social. Ensuite, il y a le comportement relationnel et émotionnel de ce prospect vis-à-vis de votre marque. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi refusent-ils la marque, pourquoi ne la refusent-ils pas? Et puis, il y a le frein à l'achat, ces fameux points de douleur. Donc, quand on a peu de temps, moi, je vous encourage à analyser ces 3 critères fondamentaux qui constituent le parcours comportemental, mais au niveau de l'information de votre client. Donc, après avoir vu le focus client qui permet d'identifier vraiment les profils clés des clients qu'on va avoir pour un produit, pour un service que nous avons envie de placer, de pousser, il faut aussi qu'on travaille la différenciation parce que, comme l'a dit si bien Gabriel, sans différenciation, il n'y a point de salut. Alors, cette différence, il y a un célébrissime, je dirais, personnage, Steve Jobs, qui l'a très très bien exprimé par cette phrase « Think different ». Alors avant, si vous voulez bien, nous sommes tous en phase avec la pyramide des besoins de Maslow. Tout le monde a étudié un jour ou l'autre dans sa vie d'étudiant ou dans sa vie professionnelle ces fameux 5 critères des besoins de Maslow qui commencent comme il est raisonnable, par les besoins psychologiques, physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir, puis les besoins de sécurité jusqu'aux besoins de s'accomplir. Mais ça, ce sont une pyramide des besoins. Puis il y a la pyramide des désirs qui a été créée par Gabriel Shapiro. Voilà, alors on s'est aperçu, que ce soit les philosophes ou les historiens ou les économistes, que la pyramide des besoins, du moins en Europe ou dans les pays développés ou semi-développés, eh bien, les besoins progressivement étaient remplis. C'était tout à fait vrai juste après la guerre, où il y avait un besoin justement de recréer une vie sociale, économique, humaine, tout à fait normale. Mais au bout de ce qu'on appelle les 30 glorieuses en Europe, c'est-à-dire après 30 ans, il y avait tellement de compétition que comment voulez-vous que les gens se décident alors que leurs besoins avaient été assumés? Alors c'est pour ça que je me suis dit, ce n'est pas les besoins qui priment dans un acte d'achat, c'est le désir. Et les désirs précèdent les besoins. Quand vous désirez quelque chose de manière assez intense, eh bien, le besoin est sous-jacent. Mais vous ne commencez pas par le besoin. Vous commencez par exprimer un désir. Et là, j'ai eu l'idée d'imaginer qu'il y avait aussi 5 désirs progressifs, depuis le désir d'inattendu, quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange, quelque chose de inédit. Ému par quelque chose, il y a l'envie de partager ce que vous avez évidemment perçu, et jusqu'à le désir d'appartenance, que vous voudrez que, au fond, vos amis, vos proches puissent créer une sorte de club, et pour atteindre le nirvana, pour atteindre le Graal, je dirais, de toute personne, le désir de valorisation de soi. Et bien, si votre process, votre produit, votre prestation arrive à convaincre le prospect que grâce à lui, grâce à ce produit ou cette prestation, il a le sentiment profond d'être valorisé lui-même, eh bien, vous avez gagné, votre produit sera acheté. Alors, c'est aussi de la même manière que
Einstein avait produit une phrase, je dirais, symbolique. Le grand philosophe du XVe siècle, Baruch Spinoza, a dit « Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. » Je crois qu'il avait tout compris. Il était un grand publicitaire du XVe siècle, mais il a dit une chose totalement vraie, c'est-à-dire que le désir n'est pas la justification d'un produit, mais c'est la justification de l'idée que l'on se fait d'un produit. Alors, un exemple, voilà, quand on va entrer en assurance, eh bien, vous avez plusieurs concurrents. Alors, vous avez, là, nous avons pris, Jeanne et moi, par exemple, l'idée d'analyser le site Allianz, qui est un des grands une grande société d'assurance. Et alors, quand on lit leurs slides, on voit qu'effectivement, eux, ils disent des choses très concrètes. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, ils disent, par exemple, assurance heureuse initiative, comme on l'a écrit, associer l'assurance dépendance à la perte d'autonomie. Ben voilà, c'est une chose très claire, très précise, très concrète. C'est pas de la philosophie. Et là, ils ont eu raison. Alors ensuite, quand on regarde le texte, eh bien, on voit que cette assurance anticipe l'évolution de l'assuré dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, écrit « Pensez à votre avenir, quoi qu'il arrive ». Donc, je trouve que c'est intéressant. Ils ont bien manié les mots. Et moi, je vous encourage à, quand vous écrivez un slogan, quand vous écrivez un texte, d'associer le paradoxe et l'oxymore. Là, c'est un texte un peu paradoxal. Pensez à votre avenir, comme c'est écrit, quoi qu'il arrive. C'est quand même intéressant. Voilà. Alors, il y a encore, vous voyez, ça aussi, quand on analyse ce site, il y a ce qui est intéressant, parce que l'auteur de ce site a émis un certain nombre de questions. Eh bien, c'est bien parce que ce sont les questions que se pose le client potentiel. Alors, il faut dire à contrario que la page précédente était agréable à regarder parce qu'il y avait de la clarté des messages. Ici, c'est un peu une liste de questions, bon, un peu rébarbative. Encore, voilà, là aussi, malheureusement, si la première page, la page d'accueil, avait du sens parce que on retrouvait un certain paradoxe, au fur et à mesure qu'on rentre dans ce site, malheureusement pour moi, le discours devient rituel, sans émotion. Voilà, vous êtes hospitalisé, hébergement spécialisé, téléassistance. Bon, c'est pas très, très, très excitant. Non, d'autant plus qu'on sait que quand on est sur le secteur de l'assurance, la base, de base, c'est assez anxiogène comme secteur d'activité. Quand on ne l'humanise pas avec un contenu qui va être vraiment personnalisé chez l'audience, on ne risque pas d'attirer grand monde. Voilà, c'est triste, voilà, c'est un peu triste. Et alors, mais quand même, ils s'en sont rendus compte. Et je pense que l'auteur de ce site, de cette grande société d'assurance, s'est dit, il faut, toutes les sociétés d'assurance en arrivent là, il faut quand même personnaliser, il faut arriver à montrer que chaque être est unique et que l'assurance qui leur est proposée est unique. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, mais c'est un peu le sens de cette slide. Alors, c'est là où ce que nous faisons, Jeanne et moi, c'est pour bien marquer les territoires, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la recherche du positionnement, par exemple le vôtre, si vous êtes une société d'assurance. Nous avons mis l'accent sur ce que ressentons-nous face au site Allianz et quel est justement le positionnement induit. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on a écrit « Allianz propose une assurance dépendance qui répond quotidiennement au risque de perte progressive d'autonomie. » Donc là, on a bien mis l'accent sur la vocation de cette société qui répond progressivement au risque de perte des différents types d'assurance. Alors, le point de réassurance, alors Allianz offre une très large diversité de services
et de prestations favorisant la vie des aidants. Donc, vous voyez, c'est vrai, mais c'est dommage que par le manque d'originalité du site Allianz, on ait pu trouver un point de réassurance plus différenciateur, plus, je dirais, comment dirais-je, plus attractif par son originalité. Alors, écrire Allianz offre une très large diversité de services et de prestations, c'est gentil. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde pourrait écrire. Hein. Mais oui, voilà, c'est ça. Dans le secteur d'activité, quelle que soit la société. Alors, nous arrivons à un deuxième site d'une société que j'aime bien, la société AXA, qui est aussi un des leaders français de l'assurance, au même titre qu'Allianz. Mais, voyez, il y a eu une recherche au niveau du nom, au niveau du style, au niveau du caractère, au niveau du message, au niveau des couleurs. Vous allez voir, c'est pas pareil. C'est pas parfait selon nous, mais il y a un effort sur l'émotion, le comportement et la situation de l'aidant et de l'aidé. Alors d'abord, le mot. Vous avez remarqué que la typologie des gens aidés, ça s'appelle entre-aidants. Ah, c'est pas mal, parce que ça veut dire que non seulement l'aidant a un soutien de AXA, c'est le cas d'AXA, on verra, mais également les aidants entre eux peuvent évidemment créer un certain nombre de choses, peuvent mettre en œuvre en commun un certain nombre de prestations et ils sont allés un peu plus loin que le rituel habituel. Alors vous voyez, le site s'appelle Entre aidants. Il n'y a pas écrit favorisons les aidants ou tous les aidants du monde. Non, il est écrit favorisons les aidants. Alors, après, vous voyez le visuel qui est sympathique, c'est ce cœur rouge. Ensuite, voilà, vraiment, il y a une recherche affective, comme on l'a écrit. Le visuel affectif souligne la relation émotionnelle entre l'aidant et l'aidé. Alors voilà, nos derniers articles parus, c'est pas du tout intrusif, c'est agréablement présenté, et donc ils deviennent vraiment un acteur émouvant du monde de l'assurance. Alors, on peut continuer, ils ont continué dans ce sens, et que tous les articles, eux, relèvent d'une dialectique où l'émotion, la gentillesse, je ne sais pas comment dire, l'appréhension du comportement de chacun, de chaque aidant est mise en avant selon un certain nombre de thématiques qui est apparu dans la rubrique, je dirais, le blog de ce site. Et bien, vous voyez, ça continue. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un site qui est très logique, qui est très cohérent, qui est très centré sur les aidés, justement, et donc qui donne un poids émotionnel sans conteste à tous ceux qui sont aidants là, chez AXA. Et donc, vous voyez, il y a mise en avant opportune du questionnement, il y a valorisation de l'accompagnement. Tout ça est fait pour ceux qui conduisent et qui amènent l'enfant, en particulier, je dirais, à l'hôpital pour enfants. Alors, ici, par exemple, eh ben, ça continue. Jeanne, je te laisse un peu parler pour montrer que la communauté d'aidants qui va plus loin que le simple aidant, il ne se sent pas seul. Absolument. Et là, donc, il y a différentes offres et services partenaires qui sont sur le site de cette assurance-là pour ce type d'assurance et qui ont pour but de créer justement une véritable communauté d'aidants. Là, comme vous le voyez sur les rubriques qui entourent âge, Ampère, Angel, My Easy Santé, c'est vraiment des mots qui sont justement, en fait, qui viennent apaiser, atténuer, je dirais, ou apaiser l'aspect anxiogène de ce secteur justement d'activité.
Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, le positionnement ressenti du site entraînant eh bien, met l'accent sur l'accompagnement. Seul AXA, impliqué dans la vie de l'aidant, offre une large diversité de services, l'accompagnant dans son rôle quotidien pour faciliter ses relations avec ses proches. Et le point de réassurance, c'est-à-dire quand on n'a pas tout dit, eh bien, on rajoute ce point-là. AXA devient un véritable compagnon de route solidaire des aidants et des aidés. Vous voyez qu'on s'éloigne de l'aspect, comment dirais-je, objectif, de l'aspect quantitatif de l'aidant pour entrer, et grâce à ce positionnement, dans un cadre d'accompagnement, dans un cadre de soutien, dans un cadre de présence de l'aidant vis-à-vis de l'aider. Parce que c'est une mission qui est quand même assez lourde et assez anxiogène, en fait, la mission d'aidant. Alors, oui. Vas-y, je t'en prie. Alors, comment arriver à trouver un positionnement différenciateur? Alors, avec Jeanne, nous avons émis une nouvelle méthode que j'ai peaufinée, que j'ai, je dirais, améliorée, et que, si vous le voulez bien, vous pouvez retrouver dans le premier livre paru en France et en Europe sur l'inbound marketing, que j'ai eu le plaisir d'écrire, l'inbound selon la stratégie du Sherpa, et qui met vraiment l'accent pendant un certain nombre de pages sur le mapping de positionnement. Comment arriver à trouver un positionnement vraiment différenciateur? Je vous propose l'océan bleu du positionnement. C'est-à-dire qu'au lieu, au départ, de dire on va uniquement s'intéresser à la partie conceptuelle, à la partie relationnelle de mon produit, je vais, bon, c'est un travail supplémentaire, mais enfin, je vais me forcer à trouver 4 positionnements, parce que les 4 existent, mais ensuite, il faudra faire un choix. Alors, vous voyez, par exemple, je le dis souvent, c'est vraiment la quadrature du cercle, ce positionnement. Grâce à ce positionnement, vous allez développer une démarche cohérente, une démarche suivie, une démarche contrôlée. Vous, selon moi, si je peux me permettre, vous devez imaginer toujours l'océan bleu de votre campagne de communication, c'est-à-dire le mapping de positionnement, que vous ayez un positionnement déjà trouvé, que vous le cherchiez, parce que c'est le nœud gordien de toute votre activité de communication. Absolument. En fait, et quelle que soit la communication, ça peut être la communication autour d'un nouveau produit, d'un nouveau service, une nouvelle offre, comme ça peut être vraiment un mapping, un positionnement qu'on va travailler pour la marque elle-même. Alors, voilà les positionnements qui avaient été cherchés, découverts, travaillés avec le client. C'est-à-dire qu'on est là en pleine co-création, c'est-à-dire que l'agence propose et c'est le client qui dispose. Alors, vous voyez, chaque fois, il y a un élément supplémentaire parce qu'il y a 4 niveaux de référence, il y a 4 niveaux, 2 affectifs et 2 je dirais, rationnel, tenant compte de la volonté soit de parler de soi, soit de parler de l'autre. Alors, le positionnement 1, comme vous le lisez, s'appelle « Jamais seul » avec l'assurance dépendance entourage. C'est le nom entourage que, je dirais, la société avait donné à son assurance. Et vous voyez ce qui est écrit. Positionnement 1. Donc, c'est le positionnement là, dans le territoire rationnel. Jamais seul avec l'assurance dépendance, entourage, tel est l'engagement d'AXA auprès de l'aidant concerné. Le point de réassurance, AXA propose l'assurance dépendance qui vous ressemble en adaptant ses contrats au degré d'autonomie de vos proches. La signature, assurance dépendance entourage, jamais seul. Et la signature numéro 2, jamais seul avec entourage. Et donc ça, c'était vraiment la réflexion issue de l'analyse du mapping de positionnement. Et donc, on a fait ça pour les différentes, en fait, quand vous avez vu tout à l'heure la matrice de positionnement avec les 4 territoires,
ça a été fait, ce travail a été fait pour les différents territoires. Donc, vous avez l'aspect rationnel, l'aspect émotionnel. De chacun des territoires. Alors là, vous voyez, c'est un exercice, positionnement 2, profiter de la vie avec l'assurance dépendante. Donc, vous voyez, ça, c'est le bénéfice d'utilisation de l'assurance qui vous offre à prendre vos proches plus sereins. Et là, vous voyez, la signature, assurance, dépendance, entourage, la vie devient plus sereine. Donc là, on est dans le bénéfice de l'utilisation de cette assurance. Positionnement 3, on est en plein dans l'affectif. C'est un choix. Donnez du sens à votre vie en vous libérant des tâches répétitives et fastidieuses de la vie quotidienne grâce à l'assurance dépendance entourage d'AXA qui assure une meilleure qualité de vie à vos produits. Là, on met l'accent sur quelque chose d'affectif, quelque chose de personnel, la qualité de vie. Et enfin, le dernier. Voilà, je te laisse lire. Alors, pour le dernier, il est plutôt auto-centré sur la marque. Et donc là, ce qu'on a proposé, ce qui a été proposé par rapport à ce produit-là, c'est que voilà, avec l'assurance dépendance, entourage, AXA accompagne les aidants à trouver pour eux-mêmes et pour leurs proches un équilibre de vie en leur apportant la sérénité tant espérée. Bon, le point de réassurance qui avait été proposé, c'est que AXA avec l'assurance dépendance entourage devient votre compagnon de route, allié chaleureux, pour résoudre à tout moment les aléas inattendus de la vie courante. Et puis, pour ce qui est des slogans ou des signatures engageantes qui ont été suggérées par rapport à par rapport au 4e positionnement, ça a été assurance, dépendance, entourage pour retrouver un bel équilibre de vie. Alors, une fois qu'on propose ces 4 positionnements, c'est quelque chose qu'on propose et qu'on finalise en atelier de co-création, réunion de co-création avec l'équipe client. Et donc, il y a la direction marketing, il y a la direction générale. Bon, ça dépend des cas. Et l'idée est de leur proposer ces 4 positionnements et puis à partir de là, identifier ensemble, il faut construire ensemble un positionnement final qui va être une expression de la différenciation de l'offre ou de la différenciation de la marque. Donc, ça peut être vraiment utilisé à différents niveaux, ou la marque, ou les offres, ou les produits, ou les services. En tout cas, c'est vraiment l'ossature par la suite. C'est ce qui va faire l'ossature de la campagne de communication qui va être déployée, qui va être différenciante, personnalisée et qui va pouvoir engager en tout cas les personas qui vont être ciblés pour les attirer rapidement et puis les convertir. Gabriel, tu voulais rajouter un mot par rapport à la… Alors non, simplement, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est, je dirais, permettez-moi de réagir comme un ingénieur. Quand on est ingénieur, c'est ma formation de base, on élabore l'ensemble des solutions. On n'en choisit pas une à l'avance. Et donc, là aussi, si avec Jian, nous collaborions à votre démarche de positionnement, on ne doit pas vous dire c'est ce positionnement d'une manière un peu directive. On établit en co-création, avec évidemment notre initiative, plusieurs positionnements. On réfléchit à plusieurs angles de réflexion et c'est à la suite de l'élaboration, là par exemple, de 4 positionnements qu'on en choisit un. Pour ne rien vous cacher, c'était le premier qui a paru plus intéressant pour notre client. Voilà, donc je te laisse, Jeanne, poursuivre avec la stratégie digitale. Alors, la troisième culture de notre démarche inbound marketing holistique, c'est la stratégie digitale. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas faire de marketing sans parler de digital. C'est ça. Voilà, comme vous le voyez écrit, c'est la stratégie digitale ou la révolution inbound marketing en marche. Quand on parle de stratégie et digitale, on a à l'esprit l'écosystème digital de la marque. En fait, ça va être vraiment les plateformes sur lesquelles la marque va s'exprimer, va prendre la parole pour pouvoir toucher les personas, les cibles qu'on a envie de toucher en fonction de la proposition de valeur qu'elle a. Dans la stratégie digitale et dans l'écosystème digital, là vous le voyez à l'écran, il y a ce qu'on appelle le funnel de conversion qui est constitué de 4 blocs. Le premier qui va être très large au début, ça va être vraiment ce qui va composer l'écosystème de la marque, digital de la marque, ça va être le site qui va être
optimisé avec son SEO, son référencement. Ça va être un blog optimisé, ça va être des pages de réseaux sociaux liées à la marque ou au produit ou à l'offre. Et donc là, l'idée sur cette étape-là du funnel de conversion, c'est d'avoir un système qui va nous permettre justement de ramener du trafic sur notre proposition de valeur. Ensuite, la deuxième étape qui va être le flux. Donc là, on va utiliser des outils digitaux comme les landing pages, les call to action pour justement pouvoir collecter de la data et ensuite pouvoir adresser le message qu'il faut à la personne qu'il faut au bon moment. On aura une stratégie de réseaux sociaux, il y aura du brand content, de la newsletter, on pourra utiliser l'IA là-dedans. Après, sur le bout, ça va être vraiment l'étape de concrétisation de la vente, c'est-à-dire qu'on va passer d'une étape internaute à une étape conversion vers client. Là, ce qu'on mettra en avant comme contenu sur le site ou sur les réseaux sociaux, ou enfin en tout cas ou sur les emailing, ça va être les retours d'expérience client, ça va être la personnalisation. Et puis enfin, dernière étape qui pour nous est extrêmement importante, c'est l'étape de fidélisation. Donc c'est la création de clubs, notamment sur les assurances, ça peut être intéressant. Et donc, comme vous le voyez, allô, tu m'entends, Gianne? Oui, je t'entends. Ah, d'accord, très bien. J'avais peur qu'on soit un peu coupé. Et ben, vous voyez que c'est, je dirais, très peu d'agences se préoccupent de la dernière partie de la LOFU. Souvent, la plupart, dans le domaine digital, s'intéressent au TOFU, MOFU, BOFU, et l'aspect de je dirais de fidélisation est indispensable au parcours de communication parce que c'est ça qui crée la fidélisation. Et il y a 2 points importants à souligner. Il y a le programme ambassadeur, sachons s'entourer de clients très fidèles qui vont porter votre image par eux-mêmes, ce qui rend encore plus crédible votre message, et les clubs. Sachez créer une sorte d'association de clubs qui réunissent les gens les plus fidèles et qui, par, je dirais, homéopathie, eh bien, s'élargissent à d'autres clients. Mais le club est aussi un acte de communication très, 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 très rentable. Exactement. Et puis, en fait, pourquoi est-ce qu'on nous recommandons justement de travailler à la fidélisation? Parce qu'on sait qu'un coût de fidélisation de clients est beaucoup moins cher qu'un coût d'acquisition. Donc, il est vraiment important de faire cela. Alors, au commencement, ce qu'on vous recommande pour la première expérience, c'est… Je ne sais pas si on m'entend. Enfin, moi, je t'entends très bien. Au commencement, le site et le blog. Donc, le site et le blog sont des choses qui sont vraiment importantes parce que c'est là où on va vous retrouver sur les moteurs de recherche comme Google. Et c'est des choses qui sont inséparables. Sans le blog, vous êtes un firme, sur le blog, vous pouvez mettre vraiment un contenu qui va être pertinent, qui peut être humoristique, en fonction vraiment des sujets sur lesquels vous êtes et en fonction des contenus que vous allez décider d'avoir selon votre recherche éditoriale. Et c'est quelque chose qui donnera vraiment beaucoup de visibilité à votre proposition. Sur la stratégie digitale et les réseaux sociaux, là, il y a ce qu'on appelle le modèle PSO. Les choses qui appartiennent à la marque, les supports sur lesquels nous achetons de l'achat, comme les réseaux sociaux. Et vous voyez que ce phénomène, enfin, ce système qui a comme nom générique et emblématique qu'on appelle PESO, grâce justement à ces 4 fonctions, paid, P, earned, E, S, shared, donc PES, et O, owned, eh bien, l'acronyme ainsi trouvé fait que si vous avez la possibilité financière de pouvoir utiliser les 4 types de digital, faites-le, mais ce n'est pas obligatoire. Sachez au contraire, avec l'aide d'une agence par exemple, limiter votre action digitale aux principaux outils digitaux. Et en fait, voilà, aux principaux outils digitaux, il faut aussi faire des arbitrages parce que, par exemple, et là, vous allez le voir sur la slide qui arrive, quand on a un écosystème qui a déjà capté de la data, on a des pages de réseaux sociaux avec un nombre assez intéressant d'abonnés, on n'a pas forcément toujours besoin d'aller faire de l'outbound, de faire de l'achat média. Vous savez que derrière, les algorithmes sont assez… consomment beaucoup de quand on
diminuer du budget. L'idée, c'est de vraiment pouvoir par la suite, grâce à l'inbound marketing, attirer les gens de manière organique et beaucoup moins coûteuse que si on faisait en achetant les espaces, en faisant de l'achat mixte. Donc, voilà. L'idée de cette slide, c'est de vous dire que voilà, on a des réseaux sociaux, on a des algorithmes qui sont assez boulimiques, plus le monde est d'argent qu'on demande. La logique de l'inbound, c'est de vraiment mettre un contenu qui va les utiliser et les convertir. Et comme l'a très bien dit Peter Drucker, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Ce qui est essentiel, c'est que justement, par des études et des interviews, vous puissiez mieux connaître le comportement, l'émotion, le ressenti, la perception qu'a vos clients de votre prestation. Alors, on arrive à un point, mais fondamental, à un point qu'on ne peut pas maintenant aujourd'hui se passer, l'hyper-personnalisation via l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle devient vraiment la voie royale de toute démarche d'hyper-personnalisation. Alors, comme vous le savez, tous les consommateurs sont noyés ou pensent l'être dans un hyper-choix. Alors, vous voyez qu'on est de plus en plus, je dirais, enseveli par des actions téléphoniques. Vous devez en recevoir, des gens qui, par de manière intrusive, viennent vous harceler. Eh bien, l'IA va vous permettre de différencier votre discours. Alors, en particulier, dans l'assurance, c'est vraiment l'assurance un produit dédié à l'IA. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, quand vous êtes à la recherche d'une assurance, vous avez un statut social, un statut professionnel, un statut humain, un statut, voilà, d'être différent des autres. Et alors, l'IA vous permet de poser des questions qui va cerner votre personnalité. Alors l'IA, grâce à l'IA, si vous êtes une société d'assurance, vous dire, avez-vous une voiture ou avez-vous un deux roues, ou alors vous pratiquez surtout la marche. Donc, vous allez répondre à une série de questions. Alors, par exemple, ici, dans un cas concret d'utilisation de l'IA dans le choix d'une police d'assurance véhicule, on vous pose la question, est-ce que vous avez une voiture, vous avez une moto, un véhicule, un deux roues, on va dire. Est-ce que vous partez, vous partez à pied et là, ça inclut le vélo, les trottinettes et les transports en commun, ou est-ce que vous êtes sur un nouveau moyen de mobilité électrique? Et en fait, au fur et à mesure, vous allez avoir des questions et en fonction de ces questions-là, on va vous proposer une offre qui va être vraiment personnalisée par rapport à votre style de vie et par rapport à votre comportement. Vous voyez, par exemple, ici, on va vous demander, transportez-vous du matériel numérique, ou transportez-vous des équipements ou de l'instrumentation de musique. On va cerner votre quotidien. Et vous répondez. Et à ce moment-là, regardez, c'est intéressant parce qu'en fonction de vos réponses, c'est l'IA même qui va vous apporter la solution qui correspond à votre personnalité. Vous voyez, il y a la garantie accident, il y a l'option matériel de loisirs, il y a la garantie option vélo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment l'IA va offrir une légère panoplie de réponses spécifiquement adaptées à votre personnalité. Voilà, donc comme vous le voyez écrit, pour les clients, mieux vendre et mieux engager les clients, voilà, grâce à l'IA, ajuster l'offre et puis aider à la vente avec l'aide du vendeur qui, prenant en compte les réponses que vous avez faites à l'IA, va vous proposer l'assurance la mieux adaptée. Alors effectivement, l'IA peut être un outil très intéressant et très pertinent pour justement faciliter et l'aspect marketing de l'offre et l'aspect closing en fait de la proposition de valeur que vous allez faire à vos différents types de clients, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Vraiment une aide à la décision et une aide pour vos clients et une aide à la vente pour vous.
D'où, évidemment, à partir du moment où vous avez déterminé comment dirais-je, l'option qui correspond le mieux au client, on rentre dans la stratégie de contenu. Et cette stratégie, chez nous, dans l'inbound marketing, relève d'une stratégie d'appât. C'est l'appât qui va inciter volontairement votre prospect à faire appel à vous. Et dans cette stratégie d'appât, généralement, vous avez les 3 étapes, sensibilisation, considération et décision. Et là, vous voyez apparaître une liste d'appâts. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. Mais moi, je vous suggère à Vigial d'avoir dans l'année 3-4 réunions d'appâts pour déterminer les appâts qui vont constituer votre arsenal d'appâts sur toute une année. Exactement. Ou alors, on peut vous accompagner sur une offre en fait qui va être personnalisée en fonction de la campagne qui peut être lancée. Ça peut être des réunions parfois même mensuelles quand on sait qu'on a des contenus assez réguliers à pousser parce qu'on s'adresse à beaucoup de monde. Et donc là, vous voyez des contenus qui ont été proposés par Alors rapport voilà. Donc vous voyez, je coupe un peu, Giat, c'est ça l'intérêt du positionnement. C'est-à-dire qu'après avoir réfléchi vraiment en profondeur, en co-création à votre positionnement, vous disposez d'un atout pour illustrer ce positionnement avec un certain nombre d'appâts. Ici, c'était un manifeste, vous voyez, le manifeste d'AXA, qui avait donc émis l'idée que assurance, dépendance, entourage, et le slogan qui constituait l'armature de tout leur discours et qui constituait l'alpha et l'oméga de leur contenu, c'était jamais seul, grâce à AXA. Et alors, vous voyez, il y avait même 6 types d'articles. Pourquoi? Parce qu'il y avait, dans ce que nous avons élaboré en tout début, on avait trouvé qu'il y avait 6 typologies d'aidants. Donc, il y avait un discours spécifique à chaque type d'aidant. On est en plein dans une approche cohérente, typologie, positionnement et contenu. Et personnalisation. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà. La forme, c'est le fond qui remonte à la forme. Joliment bien dit, si joliment dit. Alors, ce que nous avons fait, c'est que pour bien mettre l'accent sur justement le positionnement et sur les atouts de cette société d'assurance, il y a même eu une réunion théâtrale pour souligner qu'il faut, bien sûr, que les agents commerciaux, les agents de la société d'assurance participent avec dynamisme au positionnement trouvé en mettant l'accent sur les mots-clés liés à cette vision jamais seule. Et donc, on a mis exprès en énorme, en grand, le mot accompagnement, le mot sérénité, et pour atteindre ce qu'on avait vu, l'équilibre de vie. Et donc, on avait même imaginé une scénette avec des comédiens pour illustrer ce positionnement et acquérir l'adhésion des agents commerciaux. Alors voilà, mais comme je vous l'ai précédé, voilà l'événement, c'est-à-dire qu'il y avait une présentation du positionnement écrit avec des témoignages d'aidants qui justifiaient justement ce positionnement. Il y avait une présentation par le modérateur. Le modérateur, c'était moi-même, les personas ou comment comprendre les nouvelles typologies, et il y avait même l'idée, ça ne s'est pas fait, mais on avait suggéré pour créer une bonne atmosphère de faire appel à un humoriste qui parlait des situations d'aidants et d'aidés pour donner un ton plus léger à cette manifestation. Et on avait voilà. On avait même imaginé, on avait demandé avec leur accord, on avait appelé Stéphane Guillon, Franjo, Gilles Détois, qui sont des grands humoristes parisiens, mais pour être tout à fait transparent, la société a préféré se limiter à la manifestation dont j'ai parlé précédemment. Alors, vous voyez là encore que chaque fois que nous avons à mettre en avant, bien sûr, la pyramide des désirs, dans le cadre de quelques situations possibles, nous vous proposons ces 4 valeurs du désir: pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Dans ce que vous venez de voir, il y en avait 3 qui étaient mis en avant. L'humour, on avait proposé avec des humoristes, mais on avait associé l'intrigue et l'inattendu dans la présentation du positionnement. Voilà, et puis, il faut savoir que le contenu
où la stratégie de contenu de marque doit vraiment, enfin, c'est ce que tu viens de dire, doit être cohérente, doit susciter le désir, elle doit être hyper personnalisée et par rapport au persona et cohérente avec la plateforme du positionnement. Et ce qu'il faut garder en fait à l'esprit, c'est que parfois, sur certains sujets, la chose la plus horrible dans ce monde, c'est l'ennui avec le contenu créé de l'ennui sur certains secteurs d'activité. Comme c'est si bien dit ici. Et puis enfin, dernier bloc de notre démarche holistique, c'est l'innovation. On ne parle pas d'inbound marketing, on parlait d'innovation. Et c'était vrai qu'aujourd'hui, si vous n'innovez pas, eh ben, vous restez un peu en arrière de la concurrence et il faut savoir que l'offre suscite la demande et non l'inverse. Alors, dans le cadre de l'Océan Bleu, cher d'ailleurs à un de nos partenaires qui s'appelle Shan Kim, qui a écrit un superbe livre que je vous suggère, qui est un Américain et qui s'appelle The Blue Ocean Strategy, Shan Kim a imaginé 6 pistes d'innovation pour que vous ayez des axes de recherche de nouveaux produits. Et une des pistes les plus efficaces, il faut être tout à fait transparent, c'est explorer les produits et services complémentaires. Quand vous avez un produit, essayez de trouver le produit complémentaire qui amplifie la plus-value de votre prestation. Voilà un cas que Shankin a eu à traiter. Vous voyez, par exemple, à gauche, vous avez une salle de cinéma. Et le propriétaire de cette salle de cinéma, eh bien, il trouvait que tous les jeunes couples qui avaient des enfants ne venaient jamais voir les films. Et c'était une population très, très, très importante dans la ville où se trouvait cette salle de cinéma. Eh bien, avec Shankin, ils ont eu l'idée d'associer dans le même complexe cinématographique une nurserie. Et comme ça, les parents pouvaient amener leurs enfants dans la nurserie pendant qu'eux-mêmes visionnaient un film. C'est exactement une très bonne démarche pour amplifier l'activité de ces cinémas, c'est d'y associer le service complémentaire de la nurserie. Alors, oui. Et alors, nous-mêmes, avec Jihad, on a voulu montrer qu'au-delà des 6 axes classiques d'innovation trouvés par Shankin, nous avons voulu faire preuve d'innovation et nous avons trouvé un 7e principe qui permet effectivement d'innover, c'est le principe à pas. Alors, il y a un peu d'humour parce qu'il y a le mot à pas dans la tête, mais c'est en fait avant, pendant, après. Ce que nous vous suggérons, c'est que vous avez une activité, eh bien, entourez votre activité d'activités précédant votre activité centrale. Il y a l'activité centrale que vous pouvez amplifier, et puis, vous recherchez une activité postérieure pour montrer que vous proposez une offre globale. Et voilà le cas, par exemple, de nos clients qui s'appelle Dorman, qui fait du recouvrement de créances. Bon, leur activité principale, c'était le recouvrement de créances. Eh bien, avec notre aide, ils ont imaginé qu'est-ce qu'ils peuvent faire avant le recouvrement, pendant le recouvrement et après le recouvrement. Il y a avant, ils peuvent faire des études de solvabilité, des études de relations commerciales. Donc ça, c'est un département qui a été intitulé, voilà, renseignement commercial. Et puis, ça permet de connaître la valeur d'une entreprise. Ensuite, il y a eu un département pour le suivi de la facturation. Il y a eu un département de recouvrement commercial, ça c'était habituel. Et puis, il y a eu un département de fidélisation des débiteurs qui avaient eu un souci de paiement précédent. Donc, vous voyez qu'avec ce système APA, la société a offert plusieurs prestations qui entouraient la prestation principale, le recouvrement de créances. Elle a pu innover d'une manière assez simple parce que voilà, l'idée était de partir du parcours client et puis proposer des prestations de services complémentaires, ce qui a permis aussi en fait de générer des business lines assez intéressantes pour la marque. Après, autre innovation que nous, on suggère quand on adopte une stratégie d'inbound marketing, là, on recommande en fait d'inclure l'inbound marketing dans toute la démarche de création de stratégie annuelle.
c'est d'adopter cette culture-là et de mettre en place des comités d'inbound marketing qui vont être composés à la fois des marketeurs, mais aussi des équipes sales. Parce qu'il y a beaucoup de synergies qui doivent se faire. Et chacun peut apporter, il y a tout le monde, tous les acteurs sont engagés dans la même engagés aujourd'hui dans cette démarche-là. Ce comité de marketing peut être accompagné par Et vous voyez que, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui l'alignement sales marketing, c'est-à-dire qu'il est évident qu'il faut que les deux départements, je dirais, travaillent dans le même sens pour pouvoir obtenir des résultats bénéfiques. Alors, quand on met en place toute cette stratégie-là, il va falloir évidemment, et c'est ce qu'on a dit en présentation, quand on a présenté l'agence, mettre en place des KPI qui vont nous permettre d'étudier en fait la performance et de mettre en place des actions correctrices s'il le faut assez régulièrement. Voilà, donc on suggère de mettre des KPI par rapport à la réputation, donc la notoriété, la qualité des relations et l'engagement et les revenus qui vont être générés par sur les différentes campagnes à partir des différents canaux de communication, qu'ils soient digitaux ou physiques. Et voilà, pour conclure, l'inbound marketing, c'est le marketing intelligent. Pourquoi? Parce qu'il permet de générer beaucoup plus de leads d'une manière qui est vraiment moins chère. Là, vous voyez qu'en moyenne, on génère des leads 62% moins chers que lorsqu'on utilise le marketing classique. On a plus de visibilité en tant que marque, donc sur les moteurs de recherche et puis sur les réseaux sociaux. Et grâce justement à cette logique de marketing qui est non intrusif, on arrive à créer plus de fidélité avec nos clients parce que justement, on est là avec un contenu qui va vraiment les intéresser, avec une proposition de valeur qui va être différenciante. Et ça nous permet justement de fidéliser de plus en plus de clients. Voilà, et donc vous voyez que ce qu'a dit Gia à la fin, ça fidélise, ce qui est l'élément clé d'une belle campagne de communication, ça fidélise vos clients. Voilà, et puis bon, pour finir, on a quelques événements. Il y a un événement qui a été fait à Casablanca, qui a été une formation sur l'inbound marketing. C'est une formation que nous allons sûrement réitérer autour durant l'année, sur probablement Rabat et d'autres villes. Peut-être qu'on reviendra sur Casa. Et puis, il y a une autre date aussi à Paris. Le 24 avril, où nous faisons également la même démarche. C'est une journée entière consacrée à l'inbound marketing, mais cette fois-ci à côté de la Tour Eiffel. Donc, vous êtes invités à suivre nos pages de réseaux sociaux pour savoir un peu, connaître le programme de la future formation et de vous y inscrire à temps de votre place. Alors, comme l'a si bien dit Oscar Wilde, et Jeanne et moi, nous adhérons absolument à cette citation, le bonheur n'est pas forcément une gare où l'on arrive, c'est avant tout une certaine façon de voyager. Alors, Jeanne et moi, nous vous proposons bien sûr de passer et d'effectuer un bon voyage. Pour finir brièvement, on va vous parler de notre manière d'intervenir. Nous avons une démarche au sein de l'agence, que ce soit les bureaux de Casa ou les bureaux de Paris, une démarche de co-création, co-production et pilotage. Donc, en fonction de la nature du projet, la nature de la problématique, la taille du client, on va arriver avec une démarche de co-création sur tout ce qui est volet stratégique. Ensuite, une démarche de coproduction pour tout ce qui est production d'actions digitales, de contenu, et puis un troisième volet qui va être le copilotage des résultats. Donc là, on vous accompagne grâce à la mise en place de ces comités dont on a parlé tout à l'heure d'inbound marketing. Grâce à leur mise en place, on arrive à copiloter les résultats et proposer des actions correctrices très rapidement. Optimiser les campagnes qui peuvent être déployées. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on sait très bien qu'une seule main ne peut applaudir. Quand on a besoin, on est là vraiment pour accompagner les annonceurs, les équipes à se professionnaliser sur cette démarche-là, quelle que soit la nature de la problématique sur laquelle ils sont. Et en général, je trouve que cette phrase, qui est une citation marocaine que nous aimons particulièrement, souligne l'intérêt, l'importance, la validité d'une co-création
croyez bien que quand nous traitons un sujet, nous le traitons avec vous, nous le traitons en co-création, car nous connaissons bien notre métier, notre profession, mais vous connaissez encore mieux la structure de votre univers professionnel, et c'est cet ensemble d'actions qui vous permet de réussir. Donc, on vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, on serait très heureux de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Gabriel, tu voudrais rajouter un mot avant de voir si... Non, simplement, je dirais que comme le thème était l'inbound marketing et l'assurance, il n'y a pas que l'assurance dans ce cas, mais l'assurance est un secteur particulier où justement l'hyper-personnalisation participe du succès d'une société d'assurance, participe d'ailleurs du succès d'autres sociétés, mais dans ce cas-là, c'est vrai que l'inbound marketing avec l'IA et avec l'hyper-personnalisation apporte une dimension extrêmement humaine, personnalisée et, comment dirais-je, presque émouvante, parce qu'elle correspond exactement à la personnalité de l'acheteur potentiel. On me dit qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y en a pas, on vous remercie vraiment pour votre attention. On vous remercie d'avoir été présent avec nous pour ce live talk, donc que vous soyez au Maroc ou en France ou ailleurs. Si vous avez des questions qui arrivent par la suite, vous avez nos coordonnées et à Casa et à Paris. N'hésitez pas à entrer en contact avec Gabriel ou avec moi-même. On sera vraiment très content de pouvoir discuter avec vous sur vos problématiques. On vous dira sûrement au mois prochain. Voilà, tout à fait. Et nous espérons vous retrouver dans le cadre de notre webinaire. À bientôt et je vous souhaite une très belle soirée. Très bonne soirée à tout le monde et puis à très vite. Au revoir.